Bonjour. Ah, c'est bien, je fais partir tous les anciens. Merci à toutes et tous d'être présents pour cette table ronde qui commence sur l'efficacité énergétique pour un avenir durable. C'est plutôt une table ronde qui concerne les hôteliers. Donc, est-ce qu'il y a des hôteliers dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Des restaurateurs? Ok. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à tout le monde, je vais me présenter rapidement. Donc, Guylain Denicelle, je travaille dans l'hôtellerie depuis des décennies, je peux dire maintenant. Travaille en opérationnel, de veilleur de nuit à directeur général. J'ai fait du conseil, ça fait 20 ans que je fais du conseil, et j'ai aussi créé la publication Tendance Hôtellerie il y a 15 ans maintenant, où on parle pas mal de technologie, de marketing, etc. Et c'est là où on sait un peu ce qui se passe dans ce domaine-là. Et voilà. Je vais demander à chacun des intervenants de se présenter. Faites attention au micro parce que vu le bruit ambiant, il faut vraiment tenir le micro au plus près. Donc je vais vous demander de décrire vous, votre parcours et votre entreprise. Et le rôle que vous y jouez, bien sûr. Rachel, on y va? On y va. Donc, je suis Rachel Oison, directrice adjointe RSE et marque employeur. J'ai été pendant plus de 10 ans responsable réseau. J'ai été reconvertie en RSE il y a 6 ans. J'ai repris mes études, un MBA en RSE. Et maintenant, je travaille donc pour le groupe Best Western Hotel and Resort, qui est une coopérative mondiale. On a plus de 4000 hôtels dans le monde. Et donc, moi, je travaille pour la France avec 320 adhérents. Et donc, notre mission, c'est vraiment de développer et pérenniser les entreprises de nos adhérents. Ce sont des TPE, PME. Et ton rôle dans Best Western, donc un peu plus précisément? C'est de travailler notamment sur l'axe stratégique, notre troisième pilier, qui est de devenir une marque employeur responsable. Voilà. Merci beaucoup. Cyril, on y va? Oui, bonjour à tous. Cyril Tamzik, donc je suis adjoint à direction commerciale du bureau d'études Enera, qui est un bureau d'études spécialisé dans l'accompagnement dans la rénovation énergétique. Et depuis 3-4 ans maintenant, on a développé tout un panel de services en fait, pour accompagner le secteur tertiaire, dont l'hôtellerie fait partie, pour atteindre, avec l'objectif principal, c'est d'atteindre les objectifs du décret tertiaire qui sont très ambitieux. Et donc, on apporte toute notre expertise de bureau d'études pour essayer d'atteindre ces objectifs. À titre personnel, j'ai 20 ans maintenant de métier dans l'industrie du chauffage, ventilation, climatisation. Et donc, on s'attache principalement à l'enveloppe du bâtiment et aux équipements techniques pour justement atteindre ces objectifs où on s'aperçoit que c'est des gros postes de consommation aujourd'hui. Et on accompagne aussi sur la partie contractualisation de contrats d'énergie, où on s'aperçoit avec le contexte actuel tendu sur l'énergie qu'il y a des vrais leviers aussi dans ce sens-là pour faire des économies. Merci beaucoup. Antoine? Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Je suis Antoine Dromard, je suis le responsable de la BU Hôtellerie pour... Un peu plus près, s'il te plaît. Un peu plus près des étoiles, excusez-moi. Je suis le responsable de la BU Hôtellerie pour la société WeFirst. J'ai un parcours commercial avant tout. Ça fait plus de 20 ans que j'évolue dans le domaine du hors-domicile, autour de la bière, autour du café, et maintenant dans l'IT, autour du Wi-Fi, et notamment pour le monde de l'hôtellerie. Voilà. La société WeFirst est née en 2002. Nous sommes opérateurs télécoms. Notre spécialité, c'est de construire, déployer et gérer des réseaux Wi-Fi pour le monde du B2B et entre autres pour 1800 hôtels en Europe aujourd'hui. Connectivité à la fois métier et à la fois client aussi, pour que le client puisse vivre une expérience la mieux possible. Voilà, autour du Wi-Fi. Merci. Puisque tu ne dis pas tout le bien que tu pourrais dire de WeFirst, on va dire que WeFirst est le 5e opérateur français, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On va le dire humblement, sachant qu'on adresse uniquement le marché du B2B. Mais effectivement, quand vous avez 100 vidéos qui sont regardées en France, vous avez une vidéo et demie quasiment qui passe sur le cœur de réseau de WeFirst. Donc ça nous positionne comme le 5e opérateur français, juste derrière
la grande maison Free. Voilà. Et un très beau client qui est l'armée. Oui, alors on intervient sur quatre piliers forts et 4 verticales fortes. On a tout le monde de l'hospitality dont fait partie l'hôtellerie. On a une deuxième activité très forte qui est le monde de l'armée, à la fois sur le territoire national, mais aussi sur tout le marché OPEX, donc sur les théâtres de guerre. Malheureusement, il y en a encore. Un troisième pilier fort qui est une vraie croissance pour l'entreprise, c'est tout le monde du retail. On a déployé 3000 points de vente Intermarché pour faire correspondre, entre autres, les petites étiquettes numériques, vous voyez, qui sont sous les prix, qui fonctionnent sur des bandes de fréquences Wi-Fi. Et la dernière verticale que l'on adresse, c'est tout le monde de la santé, à la fois public, à la fois privé, parce qu'effectivement, il faut de la connectivité. Merci beaucoup. J'ai insisté sur l'armée, c'était pour l'aspect sécurité. C'est pour ça que j'ai voulu parler de l'armée. Ouais. En effet, c'est des vrais enjeux. Alors, l'armée nous pousse à beaucoup investir sur les éléments de sécurité, mais n'importe quel marché, le monde de l'hôtellerie, c'est des vrais enjeux. On a connu des catastrophes. Il y a beaucoup d'indépendants qui ont été obligés de mettre la clé sous la porte parce que pas de réseau sécurisé. Et donc, nous, en tant qu'opérateurs, on leur apporte toute sa sécurité. Merci. Bon, on arrête la pub, c'est fini maintenant. Philippe, je te laisse parler de toi et puis on va parler aussi des bonnes choses qui sont dans la boîte. D'accord, très bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc chaque jour dans le monde, environ 6 hôtels ouvrent leurs portes. Donc pour développer leur activité, si l'expérience client est vraiment capitale et au centre de tout, il est plus que jamais nécessaire de s'engager sur les enjeux du développement durable avec les consommations d'eau ou les consommations d'énergie, par exemple, dont on va parler aujourd'hui. C'est vraiment vital pour la pérennité de ce secteur. Je suis Philippe Meunier, je travaille au sein de l'équipe Sustainability Europe d'Ecolab. Donc depuis 100 ans, nous misons sur l'innovation, le service, la protection des ressources et des personnes. Ecolab propose des programmes et des services pour la propreté, pour l'hygiène, pour la sécurité alimentaire, pour l'optimisation de l'eau et de l'énergie et la prévention des infections. Nous sommes présents sur environ 40 secteurs d'activité qu'on peut regrouper en 3 grands pôles. L'industrie, le premier, l'industrie sur lequel on va trouver l'industrie agroalimentaire, on va trouver l'industrie papetière ou encore l'industrie énergétique. Le second pôle, c'est la santé, avec les hôpitaux, la pharmacie. Et le troisième pôle, c'est l'hôtellerie-restauration. Donc avant de rejoindre l'équipe de développement durable du groupe, j'ai travaillé pendant 15 ans dans cette division institutionnelle qui s'occupe de la restauration et de l'hôtellerie sur des missions marketing sur les marchés de la France, du Benelux et de l'Europe du Sud pour soutenir nos équipes auprès de leurs clients hôteliers ou restaurateurs. Et toujours avec une dimension très forte de mon côté sur le développement durable. Et dans ce cadre, j'ai mis en œuvre le partenariat que Ecolab a avec Green Key au niveau européen. Merci beaucoup. Alors, on a travaillé un petit peu avant, on a eu une visio il y a quelques jours, on a établi un fil de discussion pour que ça soit intéressant pour vous. On a prévu une petite partie questions-réponses à la fin. Mais si jamais il y a une question urgente au fil d'une discussion, surtout levez la main et on essaiera de l'adresser en temps réel. On parle beaucoup de décrets tertiaires et je ne suis pas sûr que ça soit très limpide dans l'esprit de tout le monde. Donc Cyril, ça serait bien que tu nous fasses un rappel de ce qu'est le décret tertiaire et ce que ça implique pour notre secteur. Oui, alors il y a le législateur, alors ça découle d'une norme européenne, enfin d'un décret européen qui, pour une fois dans l'histoire, impose des résultats. Et c'est pas des moyens qu'on doit mettre en place. Quels que soient les moyens, on doit atteindre des résultats. Et ces résultats sont très ambitieux, je le disais en introduction tout à l'heure. Les objectifs du décret tertiaire, c'est moins 40% de consommation à 2030, moins 50% de consommation à 2040 et moins 60% de consommation à 2050. Une fois que j'ai dit ça, quid des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces résultats-là, à savoir qu'il y a quelques nuances tout de même.
c'est un décret tertiaire, c'est-à-dire ça s'adresse à tous les bâtiments qui ont une activité tertiaire et qui font plus de 1000 mètres carrés. Il y a des petites subtilités. Vous pouvez avoir un établissement qui fait 800 mètres carrés, mais qui est intégré dans un plus grand ensemble qui fait plus de 1000 mètres carrés cumulés de surface de plancher. Votre établissement sera assujetti également à déclaration de ses consommations. Le décret tertiaire, c'est déclarer ses consommations chaque année jusqu'en 2050. C'est choisir une année de référence qui ne peut être antérieure à 2010, qui va permettre de fixer un objectif réel. En moyenne, de ce qu'on observe, c'est que cet écart au réel est en moyenne aux alentours de 27-28% en moyenne pour tout le secteur tertiaire. Ce qui fait que c'est plus 40% à atteindre pour 2030, mais il ne reste plus que 28%. La marche est un petit peu moins haute. Ça paraît quand même très ambitieux d'atteindre ces niveaux d'économie, surtout qu'on est sur des bâtiments qui vont dater des années 80, voire 70. Mais à la rigueur, c'est même plus simple que sur des bâtiments plus récents. Ce décret est accompagné aussi d'un autre décret qui est le décret Bax, qui impose en fait au secteur tertiaire, en fonction d'une puissance installée, d'aller chercher de l'instrumentation et de la récupération de données de consommation, de pilotage des installations et d'historiser et d'avoir une référence. Donc on se rapproche bien des objectifs du décret tertiaire dans ce cadre-là. Une fois qu'on a dit ça, c'est comment on accompagne en fait l'hôtelier ou le restaurateur ou n'importe quel autre acteur du tertiaire pour atteindre ces objectifs-là. Il faut être pragmatique en fait et ne pas user et ne pas épuiser des gisements d'économie. Je vous donne un exemple qui est assez parlant pour beaucoup de monde. Si on vient faire une isolation par l'extérieur, on va faire une isolation par l'extérieur qui va permettre d'atteindre les objectifs de 2030, mais qui ne permettra pas d'aller à 2050 et jusqu'à 2050. Auquel cas, il faut réfléchir pour faire d'autres travaux et que ce gisement permette d'atteindre les autres paliers et d'avoir différentes marches pour atteindre les objectifs 2050 et donc d'avoir un plan d'action et un schéma directeur qui nous emmène à 2050 et aussi ça impacte, il y a des coûts et l'idée c'est d'aller de rationaliser ces coûts et de réussir à l'atteinte des objectifs. Merci. Le second décret, quelle est sa date d'application ? Alors pour le décret Bax, la date d'application, si on a plus de 290 kW de puissance installée en chaud ou en froid, c'était le 1er janvier de cette année. Ok. Tout le monde est en retard. Très clairement, tout le monde est en retard. La seconde deadline, c'est le 1er janvier 2027 pour des puissances supérieures à 70 kW. Il y a un peu de souplesse, mais on s'aperçoit aujourd'hui que sur le décret Bax, on commence à avoir les premiers contrôles sur les choses qui ont été installées dans le cadre du Bax. Ok. Donc on va parler un petit peu de la carotte après, mais le bâton, ça correspond. C'est quoi la punition ? Alors la punition sur le décret tertiaire, c'est pour une personne morale 7 500 € par an en cas de retard. Ça paraît pas un gros bâton, c'est un petit bâton, mais par contre il y a l'autre partie qui est le name and shame, c'est-à-dire qu'on va dire vous n'avez pas fait votre déclaration. Et ça a un impact très très fort et qui est non négligeable sur la classification de l'établissement qui ne respecte pas ce décret. Et il peut se voir ne pas avoir de prêt accordé ou avoir des taux d'intérêt qui vont être beaucoup plus élevés parce que ça ne rentre pas dans un cadre RSE de la banque qui va accorder ce prêt. Ok, donc l'aspect financier finalement il n'est pas exceptionnel et 7 500 €, pardon, c'est pas grand-chose en comparaison d'une facture d'électricité, mais effectivement la punition réelle est bien pire. Et cette tolérance actuelle, elle devrait durer combien de temps à peu près ? 2027 ? Alors sur le décret tertiaire, on a reculé les dates petit à petit parce que la deadline était au 31 décembre 2023 pour avoir fait ses premières déclarations et le choix de son année de référence.
C'est une date qui était déjà repoussée parce que c'était en septembre 2023 à l'époque. Et les premiers contrôles devraient avoir lieu au second semestre de cette année. À savoir qu'en février 2024, il n'y avait que 30% de la totalité du parc tertiaire français qui avait fait la démarche de déclaration. Et il se passe aussi quelque chose, c'est que les petites mains qui font les déclarations pour accompagner les clients, ou les clients qui mettent en place des ressources en interne pour faire ces déclarations, ça prend pas mal de temps, c'est à répéter chaque année. C'est à répéter jusqu'en 2050 cette déclaration, c'est pas ponctuel. Et donc le législateur et toute la partie de contrôle sur le décret tertiaire a de la tolérance, mais cette tolérance, on arrive au bout de cette tolérance et je pense qu'à partir du second semestre de cette année, on va commencer à avoir les premiers coups de bâton, ou en tout cas les premiers rappels à l'ordre qui vont arriver. Ok, merci beaucoup. On va passer à Best Western. Quels sont les grands axes du plan Best Western justement pour accompagner les établissements à se conformer et à être dans la démarche globale? Alors, donc nous, en tant que coopérative, on ne peut pas obliger nos hôtels à faire des choses. On les incite, on les encourage fortement à avancer sur ces sujets fondamentaux. Donc la première action qu'on a pu faire, c'est de pousser la labellisation responsable. Alors surtout nous, c'est Clévert qui a bien pris dans notre réseau. On a aussi quelques hôtels qui sont écolabels européens. À ce jour, on a à peu près 70% du réseau qui est labellisé Clévert. Ça représente 220 hôtels sur nos 320 adhérents, ce qui n'est pas neutre. Et derrière, ce n'est pas qu'une labellisation, c'est des critères impératifs. C'est à peu près 70 critères impératifs. Et parmi les 70 critères, il y en a à peu près 40% qui sont liés aux diminutions de consommation d'eau ou d'énergie. Je peux donner quelques exemples très parlants. Ça va être l'installation de détecteurs de présence. Ça va être aussi de limiter les températures des chambres, de former le personnel sur des éco-gestes, de suivre ses consommations d'eau et d'énergie. C'est pas neutre, hein. On s'est rendu compte, rien que pour l'eau, qu'il y a très peu d'hôtels qui le faisaient. Donc derrière, on a des réductions possibles de coûts. Donc là, c'était une première grosse action. Deuxième action qu'on a pu faire, c'est on a proposé à nos hôtels des bilans carbone. Alors naturellement, quand ils font l'audit Clévert, ils ont des bilans carbone en scope 2. C'est les émissions directes, en gros beaucoup l'énergie. Ça, c'est automatique. Mais en plus, on allait plus loin. On a proposé une quarantaine là aujourd'hui d'hôtels qui ont fait leur bilan carbone scope 3 avec leurs émissions indirectes, qui comprend aussi les déplacements des clients, les déchets. Et on va encore plus loin cette année, on va faire encore des bilans carbone scope 3, notamment avec Chlorophylle qui est dans la salle. Voilà. Et donc on est très contents et ça parle aussi aux hôteliers, ça permet aussi d'avoir nous de travailler des plans d'action associés. Et troisième étape, non pas des neutres, c'est qu'on a une centrale d'achat, enfin une centrale de référencement pro-achat. D'ailleurs, on a nos 3 partenaires qui font partie de la centrale ici. Comme quoi, la conférence fait bien les choses. Hein. Et donc, en fait, via la centrale, on propose des fournisseurs qui accompagnent nos hôteliers vers la transition environnementale et sociétale. Donc, pour le décret tertiaire, on a notamment 2 gros fournisseurs qui ont été Enoptea, avec qui on a eu des propositions de contrats ultra négociées. Et pour aller un petit peu plus loin, on a référencé Polar Energy cette année, pour qu'ils aillent sur le terrain et qu'ils aillent challenger les datas qui ont été données par les hôteliers, parce qu'on se rend compte que finalement, quand on va sur le terrain, on peut avoir des différences. Donc c'est très important d'avoir les bonnes valeurs, et on a encore une année pour changer ces datas sur le portail. Voilà. Donc ça veut dire que vous accompagnez les hôteliers, les patrons, les propriétaires, dans une démarche de sincérité. Ce n'est pas juste une obligation, il faut vraiment que ça devienne un engagement sincère. C'est comme ça qu'on va pouvoir le transmettre. Alors, la RSE, si ça ne vient pas de la direction, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit porté par la direction, mais embarquer toutes les équipes. C'est très important. C'est un travail collectif. C'est même, on va dire que la RSE, c'est fédérateur. Ça fédère les équipes. Okay. Question subsidiaire. Au siège, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'il faut montrer l'exemple, hein, je pense. Ah, bien sûr, il faut montrer l'exemple. Donc, nous, on a la chance de... Voilà, on est dans un immeuble qui est récent. On est au 8e étage et on a un comité environnemental. On se rencontre au moins une fois par an avec toutes les entreprises.
on travaille sur des bonnes pratiques et on partage nos data eau, énergie, déchets. Donc, ce qui est intéressant, on regarde si on suit bien les réglementations. Et puis, donc nous, l'immeuble est certifié HQE et BREEAM, sont des certifications de haute valeur environnementale. Et la semaine dernière, justement, on a aussi, pour embarquer aussi les personnes du siège, en plus des ambassadeurs qu'on a dans les hôtels en RSE, au niveau du siège, chaque département a un référent RSE, un ambassadeur RSE, et on a lancé ce club avec une fresque du tourisme. Et dans 2 mois, on se revoit et on va travailler notre bilan carbone siège pour que ça vienne aussi de chacun des départements. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a les datas et comment on fait pour s'améliorer et réduire nos émissions carbone. Merci. Oui, il y a une vraie démarche, effectivement, de tout le conseil d'administration de Best Western et de tout le personnel de Best Western. On va parler un petit peu de technologie. Comment est-ce que la technologie peut aider à atteindre les objectifs? Donc on va demander à Cyril et Philippe d'apporter leur point de vue sur cette partie. Philippe, tu commences? D'accord. Oui, donc la technologie, c'est des choses très... Alors, peut-être avant de parler de technologie, il y a des éco-gestes, je pense que ça a été mentionné, des choses toutes bêtes, toutes simples. Si vous avez une chambre froide qui est complètement givrée, la glace, c'est un isolant. Et donc, vous allez augmenter la consommation d'énergie de votre chambre froide. Et ça peut très vite grimper à 10%, puis 15%, puis 20% d'énergie en plus. Donc ça, c'est un simple éco-geste. Si on parle de technologie, je vais prendre 2 exemples. Un premier exemple sur le lavage de la vaisselle. Qui est d'autant plus important si vous avez un hôtel-restaurant où ça va être utilisé de manière importante, avec des technologies qu'on appelle nous Smart Power. C'est des systèmes qui sont des systèmes solides qu'on va utiliser avec des systèmes de dosage. Avec cette technologie de Smart Power, on peut avoir une économie minimum sur le lave-vaisselle de 10% d'énergie. Un exemple concret, réel, sur un hôtel-restaurant de 130 chambres, où on est allé beaucoup plus loin que ces 10%, c'est 22 000 kWh d'économiser à l'année avec cette technologie et avec le service de nos hommes. Deuxième exemple qui est sur la gestion du linge. Si on a une buanderie, voire une blanchisserie dans son hôtel, c'est moins le cas en France, mais il y a des pays en Europe où c'est très fréquent. Vous avez l'essentiel de la consommation énergétique qui est liée à cette buanderie, elle est sur la machine à laver le linge. Et donc si on travaille avec des programmes à plus basse température, on va pouvoir économiser de l'énergie. Donc on a un système qui s'appelle EcoBright Low Temp, chez nous, Low Temp pour basse température, qui permet de laver le linge jusqu'à 20 degrés, donc ce qui peut permettre de faire jusqu'à 84% d'énergie, de consommation d'énergie en moins. Donc si on prend la moyenne aujourd'hui dans un hôtel qui ne va pas traiter de grand plat, qui va traiter que de l'éponge, voire du linge de restauration, on estime que c'est 1000 kWh par an, par chambre, pour la buanderie. On va pouvoir faire, grosso modo, en moyenne 40% d'économie avec ce programme Low Temp, donc ce qui revient à faire une économie de 400 kWh par chambre et par an. Donc voilà, c'est mettre en œuvre des technologies qui vont permettre de diminuer cette consommation d'énergie et les suivre au quotidien, parce que l'important c'est de mesurer. On ne peut réduire que si on commence à mesurer. Donc on réduit la température, mais au niveau des produits... L'idée, c'est d'avoir des produits qui soient d'une technologie telle qu'on ait les mêmes performances. Oui, parce que si on baisse la température et qu'on a moins de performance, l'expérience client n'est plus là. Si le client il a une éponge qui est pas parfaite, je pense qu'il ne sera pas content. Donc, ou un nappage qui n'est pas impeccable, il ne sera pas content. Donc l'idée, c'est de maintenir la qualité, la performance, mais de diminuer la consommation énergétique. Et par ailleurs, en général, ça permet aussi de diminuer la consommation d'eau. Évidemment. Cyril, je pense que tu as des choses à ajouter. Je rebondis sur ce que disait Philippe, c'est qu'il y a aussi la notion de mesurer et de monitorer en fait ce qui se passe. Ça a un énorme impact, tout simplement pour
le plus gros danger, c'est d'avoir une dérive. On peut mettre en place des éco-gestes, on peut avoir des choses qui sont mises on parlait de chambres froides, etc. Et en fait, l'idée, c'est de la technologie aujourd'hui, à travers l'IoT par exemple, on va pouvoir positionner des petits capteurs, des actionneurs, qui vont nous permettre de mesurer et de récupérer de la donnée et de pouvoir faire une analyse de ce qui se passe et limiter les dérives. Et le fait de limiter les dérives, on garantit en fait la même performance dans le temps de ce qui a été mis en place, et on peut même aller chercher de l'optimisation. L'optimisation, toute cette donnée qu'on va collecter, que ce soit des données de consommation, que ce soit des données liées à la chambre froide par exemple, toutes ces données-là, on va pouvoir passer à travers de l'energy management à faire de l'optimisation. Garantir peut-être un effacement de la chambre froide pendant une courte période sans avoir de gravité, sans rompre la chaîne du froid, qui va permettre d'aller allumer peut-être un point chaud et de garantir une meilleure gestion de l'abonnement électrique ou l'abonnement énergétique en tout cas de l'établissement. Voilà, l'energy management permet de faire ça. Et aujourd'hui, j'ai parlé du décret BACS avec les différents deadlines. On demande de faire de l'enregistrement des données, de faire de l'analyse de ces données et d'avoir ces données qui sont toujours comparées à une référence. Donc il y a aussi un état des lieux qui est important à faire, et cet état des lieux, il rentre dans la première optimisation d'un bâtiment. Et la technologie, aujourd'hui, on a de l'IoT, on a des intégrateurs GTB, il ne faut pas oublier aussi les choses qu'on peut faire à distance. Mais voilà, ça c'est tout l'accompagnement en fait, qui peut être fait autour d'un établissement. Tu as utilisé un gros mot, GTB. Oui, pardon. La GTB, c'est la gestion technique du bâtiment. Pour faire très simple, pour que tout le monde comprenne, c'est de la domotique, mais à l'échelle d'un bâtiment tertiaire. L'idée, c'est d'automatiser beaucoup de choses. On parlait des températures des chambres, de limiter les températures des chambres, etc. Un hôtelier veut que son établissement soit rempli à 100% toute l'année, ce qui n'est pas forcément le cas. Et on a aussi des périodes où la chambre est occupée, mais il n'y a pas d'occupants parce qu'ils font du tourisme, ils sont dehors, etc. L'idée, c'est de pouvoir, avec des détecteurs de présence, ce genre de choses, automatiser l'abaissement de température, et toutes les kilowatts qu'on ne va pas consommer, c'est des économies. Donc l'idée, c'est de consommer au moment où on en a besoin, de ne pas perdre de confort pour le visiteur, pour le client, et amener plus d'économies. C'est du pécunier, très clairement, pour l'exploitant de l'établissement. Merci beaucoup. Alors, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai vu qu'il y avait un opérateur présent sur une table ronde d'efficacité énergétique, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Et puis, quand on a préparé, Antoine m'a vraiment converti au discours qu'il va vous tenir dans un instant. Donc, comment un opérateur peut intervenir sur cet aspect? Oui, alors vous vous dites, voilà, nous on déploie du Wi-Fi, on est très consommateur. Pourquoi? Alors tout d'abord, nous on a une vraie démarche RSE depuis le début des années 2000. En 2022, on s'est fait certifier EcoVadis, donc nous sommes Gold. On fait partie des 5% des entreprises des télécoms à être certifiées. Donc c'est un vrai acte d'entreprise. Et quoi qu'il en soit, ça nous permet aussi de comprendre les problématiques. Le décret tertiaire, j'ai quand même appris pas mal de choses, mais quand on en discute, on connaît les problématiques des hôteliers. Et en tant que vrai acteur sur le marché du monde de l'hôtellerie, on se doit de comprendre vos problématiques. Donc il y a deux choses. Il y a l'engagement de notre entreprise, mais il y a aussi notre engagement vis-à-vis de vous. Comment ça va se caractériser? Je vais essayer de vulgariser un peu mes propos. Pardonnez-moi. Comment un Wi-Fi ça fonctionne? Peut-être que beaucoup d'entre vous, vous le savez. On va faire un maillage et on va les mettre des points d'accès dans tous les étages, dans les chambres, dans tous les espaces communs. Un point d'accès, comment on l'alimente? On l'alimente avec un câble RJ45, et ce câble est relié sur ce qu'on appelle des switches. Et ces switches consomment de l'énergie, tout simplement. Beaucoup. Beaucoup. Dans un hôtel, vous avez plein de services. Donc là, moi, je vous ai parlé du service du Wi-Fi. Mais sur le plan de l'électricité, vous avez toute la téléphonie. Vous avez tous vos PC, vos imprimantes. Vous avez la télévision.
Rien qu'une chambre, vous avez à minima 3 services. Vous avez la partie Wi-Fi, la partie télévision et la partie téléphonie, même s'il y a quelques changements autour de la téléphonie. Tous ces systèmes fonctionnent de la même façon avec une alimentation en câble RJ45 relié à un switch. C'est-à-dire que quand vous allez dans une salle informatique d'un hôtel, vous avez des énormes baies informatiques avec des piles de switches à tout va. Des switches pour l'ensemble des services. Nous, notre engagement vis-à-vis de nos clients, et c'est assez vertueux d'un point de vue économique aussi. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de travailler ce que l'on appelle un réseau convergé. Le réseau convergé, c'est quoi? C'est que nous, on gère le service Wi-Fi de l'hôtel et on va converger l'ensemble de tous les services de l'hôtel sur nos switches. C'est-à-dire que vous allez avoir un prestataire de vidéosurveillance. Alors nous, il s'avère qu'on lance bientôt un produit vidéosurveillance, mais en général, vous allez acheter vos caméras et puis en plus de ça, vous allez acheter vos switches. C'est ridicule, on va mettre 2 switches, sachant que nous, on a le Wi-Fi. C'est-à-dire que nous, sur nos switches, on va pouvoir porter l'ensemble des services. Alors, j'aurais voulu montrer un graphique qui parle de lui-même, c'est assez intéressant. On vient de finir un établissement en plein cœur de Paris, au Halles. On vient de rénover toute l'infrastructure. Et auparavant, cet hôtel de 140 chambres disposait de 68 switches dans sa baie informatique. Avec cette infrastructure convergée dont je vous parlais, on est arrivé à réduire le nombre de switches à 17. Voilà. Alors, ce qui est assez vertueux en plus de ça, c'est que on ne va pas réduire d'autant, on réduit le nombre d'équipements, mais en fin de compte, on va aller un peu en rajouter aussi avec les points d'accès. Quoi qu'il en soit, on a fait des études, on arrive à réduire de 30% la consommation d'énergie juste sur la partie des switches. Donc voilà quel est le premier axe, nous, sur lesquels nous travaillons avec nos clients. C'est vertueux dans le cas d'une construction, d'une rénovation, parce que vous allez faire tirer, en plus de ça, moins de câblage, vous allez gagner de la place dans les gaines techniques, et donc vous allez réussir à faire des économies. Deuxième axe que l'on fait, on a malheureusement, on a un très bon service, mais il y a des clients qui déposent le bilan ou qui n'ont plus envie de travailler avec nous. C'est la vie du commerce. On récupère du matériel. Donc on arrive à proposer sur des plus petites structures, à proposer du matériel reconditionné aussi. Tout ça, c'est une vraie démarche et un vrai engagement. Et dernier point sur lequel nous travaillons, nous, vis-à-vis de vous, on a une obligation de résultat. On n'a pas une obligation de moyens. C'est-à-dire que nous, on va opérer le service pour vous. Et dans ce cadre-là, on a fait toute une étude. Tous les équipements que l'on met chez nos clients ont une durée de vie à minima de quasiment 9 ans. Ça veut dire qu'on ne va pas changer le matériel pour le changer. Nous, on a une obligation de résultat. Si le service est en place, on ne va pas avoir besoin de rechanger le matériel. Donc tout ça, c'est les axes sur lesquels nous travaillons, qui sont en train de bien prendre. Et en plus de ça, on répond à vos problématiques de réduire de votre consommation d'énergie. Voilà, on met notre petite pierre à l'édifice. Merci, j'espère que c'était clair pour tout le monde, hein. On a apprécié. Philippe, chez Ecolab, comment est-ce que vous accompagnez vos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs? Alors, il y a évidemment les produits qu'on va mettre en place. Donc, si le client il veut s'orienter vers GreenKey, on va pouvoir lui proposer des produits qui vont être écolabellisés pour être en ligne avec les critères impératifs de GreenKey. Mais ça, on va travailler sur des technologies qui vont permettre aussi les économies que j'ai déjà précitées. Mais surtout, on va les accompagner au travers de formations. Donc, nos équipes qui viennent sur les sites sont des gens qui forment au quotidien la gouvernante, les femmes de chambre ou le chef de cuisine ou le plongeur. Mais au-delà de ça, on a une division qui fait du e-learning donc qui propose des programmes de formation en ligne sous forme de vidéos avec des récapitulatifs, avec un moyen de suivre la progression et d'évaluer ainsi
les résultats acquis du personnel. Et certains de ces programmes sur la durabilité, ils ont été développés avec GreenKey. Donc ils sont aussi accessibles pour les gens qui sont chez GreenKey dans la boîte à outils GreenKey. Voilà, c'est une petite astuce si vous voulez pas payer cette partie-là sur notre plateforme. Là, on est dans la démarche d'un recyclage, d'une durabilité donc ça fait partie du chemin. Cyril, tout à l'heure on a parlé du bâton. J'ai dit qu'on reviendrait à la carotte. Donc, est-ce qu'il y a des dispositifs pour aider les entreprises? Parce que ça coûte cher tout ça. Alors ça coûte cher. La première carotte que j'utiliserai, ou en tout cas qu'il faut avoir en tête surtout, c'est cette démarche-là et la mise en place de certaines actions sont tout de suite mesurables en termes d'économie. Donc déjà, juste sans parler d'aide, mais des fois de mettre en place ne serait-ce qu'un éco-geste, c'est rentable immédiatement quand c'est bien managé et c'est bien tenu. Ça, c'est des choses qui ne coûtent pas très cher à mettre en place et qui ont des effets directs. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs très ambitieux du décret tertiaire. Après, il y a d'autres actions qui sont à mener, qui sont dans l'échelle des coûts, qui vont être un peu moins onéreuses. Je parlais de GTB, de gestion technique du bâtiment, ou d'aller faire de l'optimisation des équipements techniques d'un bâtiment. Là, sur la mise en place de ce type de dispositif, il existe plusieurs aides. Celle que à peu près tout le monde connaît, c'est les certificats d'économie d'énergie qui sont payés par des obligés, les groupes pétroliers ou les fournisseurs d'énergie. Voilà, où là on passe par des délégataires. Alors certainement Best Western les traite via un prestataire, un délégataire qui traite cette partie-là. Parfois c'est les entreprises qui proposent des services qui les traitent directement en pied de devis. Ça, il y a ce premier levier-là. Et ensuite, on est en France, l'administration fait que c'est fait comme ça. Le mieux, c'est de se rapprocher du bureau de l'ANA d'un point de vue régional, tout simplement parce qu'il existe plein de leviers différents. Par exemple, sur le Grand Est, dans le cadre de la rénovation énergétique sur un bâtiment tertiaire, alors je ne me suis pas renseigné spécifiquement sur l'hôtellerie, mais je sais que ça existe. Ça a existé, je l'ai fait sur une salle de spectacle, d'aller chercher ces aides-là pour un client, où en fait la région Grand Est, si ça rentre dans le cadre d'une labellisation spécifique sur la région, on peut aller jusqu'à 40% de financement du projet. Donc c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, dans le cadre de l'hôtellerie de plein air, il y a aussi des leviers qui vont permettre d'aller chercher jusqu'à 50 000 € d'aide dans le cadre de projets spécifiques, bas carbone, etc. Mais malheureusement, c'est assez complexe région par région. Et là, il faut vraiment se rapprocher de l'ADEME ou de l'ANA en région. Et autre chose aussi qui peut être assez surprenant, mais en hôtellerie, vous avez possibilité de faire appel à MaPrimeRénov'. Ce n'est pas que pour le particulier. Okay. Voilà, donc MaPrimeRénov', vous pouvez avoir accès aussi à MaPrimeRénov'. Et bon, il y a des limites de montant de budget, il y a des étiquettes énergétiques à aller chercher, mais il existe au moins 4-5 leviers de financement pour réussir à atteindre ses objectifs et financer ses travaux. Mais j'ai la sensation que c'est quand même pas super simple. Hein. Je sais pas, Rachel. Si je peux compléter, donc nous on a pas mal d'hôteliers qui ont utilisé aussi le fonds tremplin qui est accessible aux PME. Qui a bien fonctionné via l'ADEME. Donc maintenant, il y a un peu moins d'aide via l'ADEME, c'est un peu plus compliqué. Le fonds tourisme durable, il n'y a plus de fonds. Et après, il y a deux autres dispositifs de la BPI qui sont le fonds éco-conception, qui est intéressant. Pour à peu près 5 000 €, on peut aller avoir jusqu'à 200 000 € de subvention. Pour le moment, il est gelé, ça devrait revenir dans quelques mois. Et on avait aussi le Diag EcoFlux. Donc Diag EcoFlux et Diag EcoConception sont deux outils très intéressants de la BPI. Et pour compléter, il y a aussi plusieurs banques qui proposent des prêts très avantageux, avec des taux très avantageux, voire du PTZ, pour financer des travaux d'économie d'énergie. Okay.
Antoine, ta technologie, elle permet aussi d'aider tout ça quand même. Pardon, excuse-moi. La technologie que tu déploies, enfin que tes équipes déploient dans les établissements, ça permet d'accompagner les outils. C'est que notre métier aujourd'hui. Nous, on a un métier qui n'est pas facile. C'est qu'on est la colonne vertébrale d'un établissement. Et donc cette colonne vertébrale, nous, on ne peut pas gérer l'ensemble des services. On ne peut pas. C'est impossible. Il faut qu'on ait une spécificité. On est bon en Wi-Fi, on ne pourra pas être bon partout. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant, j'ai un bureau d'études à ma droite. On travaille main dans la main avec une palanquée aujourd'hui de bureaux d'études. On a de la chance d'avoir un service marketing et un responsable de produits qui travaille à essayer d'aller sourcer tous les intervenants du marché. Nous, il faut qu'on comprenne tout notre écosystème. Donc vous allez avoir des gens qui vont mettre des innovations autour du chauffage. D'ailleurs, sur un plan commercial, moi j'ai discuté avec une entreprise assez récemment qui m'a présenté sa solution. Donc il est beaucoup dans le tourisme en l'occurrence. En hôtellerie, on ne gère pas du chauffage individuel. Hein. Mais dans le tourisme, par exemple, chaque logement est équipé d'un chauffage. Et en fait, ce chauffage-là, il fait tout un paramétrage avec une techno autour du Wi-Fi. Donc, nous, notre métier, c'est d'aller comprendre leur système pour pouvoir s'intégrer là-dessus et surtout que ça puisse fonctionner. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà du chauffage pour le paramétrage, c'est qu'en plus de ça, le responsable de la résidence a une application qu'il est capable d'ouvrir, d'allumer, de fermer et de regarder sa consommation d'énergie en temps réel. Et donc tout ça, si vous êtes sur des tablettes, ça bouge. Donc il faut que nous, on ait un maillage Wi-Fi extrêmement poussé pour que ces solutions puissent fonctionner. Et donc, notre métier n'est pas facile parce que c'est heureusement qu'on a un service chez nous qui va aller sourcer l'ensemble de tous ces partenaires. On ne va pas citer de marque, mais parce qu'elles sont nombreuses. Et en plus de ça, on le fait parce que on parlait de GTB tout simplement tout à l'heure. L'IoT, on en parle. Alors l'IoT, vous avez la lumière, vous avez les rideaux et puis vous avez la gestion du bâtiment. Nous, on se retrouve sur des chantiers et donc on rencontre des partenaires comme ça. Et donc, plus on va se rencontrer, plus on va rentrer dans des détails techniques, plus on va faciliter aussi la vie. Il y a un autre point sur lequel on travaille beaucoup, c'est que on est un gros faiseur et dans ce cadre-là, on achète beaucoup de matériel à des grosses boîtes américaines qui vendent des points d'accès. Nous, on fait un énorme lobbying et un énorme travail avec eux. Pourquoi ? Parce que dans la norme Wi-Fi, c'est un peu comme l'iPhone, vous savez, vous avez le Wi-Fi 4, le Wi-Fi 5, le Wi-Fi 6. Puis une fois que le Wi-Fi 6 est sorti, là, on parle déjà du Wi-Fi 7. Voilà. En fait, nous, on passe un message et ça va dans l'obligation de résultat qu'on a vis-à-vis de nos clients. C'est pas parce que vous avez un Wi-Fi 4 qu'il ne fonctionne pas. Donc, arrêtons d'aller investir, d'aller changer le matériel systématiquement. S'il est bien construit, notamment en convergé dont je vous parlais, nous, on va essayer de faire durer l'ensemble de ce matériel-là. On a un autre axe sur lequel on est en vraie réflexion avec un partenaire. On parlait de taux d'occupation tout à l'heure, Cyril en parlait très bien. C'est pas du tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite tous d'avoir un TO moyen à 100%. Et on s'en portera tous mieux. En revanche, vous avez des moments de creux. Et on est en train de réfléchir avec un partenaire et on va essayer de commencer à faire des tests pour pouvoir se dire, en fonction du taux de remplissage de votre établissement, il va y avoir des zones chaudes, il va y avoir des zones vides. Comment on va pouvoir désactiver le matériel sur un étage qui ne serait pas occupé, par exemple, par la clientèle. Donc tout ça, on est très acteurs aussi là-dedans. On espère ça va aboutir rapidement. Mais voilà tous les gestes que l'on fait. Et notre métier, c'est d'aller comprendre vraiment notre écosystème pour pouvoir s'intégrer au mieux et apporter le meilleur réseau à tous ces acteurs. Et on s'engage mutuellement. Merci beaucoup. Philippe, on a parlé un petit peu de formation d'éco-gestes, mais on peut pas. Il y a plein de sujets de formation. Tu peux nous en donner quelques-uns, des idées de ce que vous faites pour accompagner les clients ? Très, très, très simplement sur l'eau, sur la gestion de l'eau. On va pouvoir faire des formations
qui vont démarrer. Alors, des formations autour du lavage de la vaisselle, par exemple, avec depuis la préparation de la vaisselle pour aller dans le lave-vaisselle jusqu'à son passage dans le lave-vaisselle. Donc on va former le plongeur pour qu'il ne consomme pas trop d'eau. Et le meilleur moyen de ne pas consommer trop d'eau dans un lave-vaisselle, c'est de remplir parfaitement un rack et pas passer des racks à demi-plein ou au tiers-plein, ce qu'on voit fréquemment. Rien que ça, ça peut faire des économies qui sont importantes, surtout si les produits que vous mettez en face dans le lave-vaisselle sont performants et que vous n'avez pas relavé la vaisselle. Parce que tout relavage de la vaisselle, c'est vous reconsommez de l'eau, vous reconsommez de l'énergie, vous reconsommez du détergent et c'est du temps de main-d'œuvre. Donc typiquement, c'est un exemple. Si on est toujours autour du lave-vaisselle sur l'énergie, ben on va apprendre au plongeur à bien suivre son lave-vaisselle et regarder, par exemple, la résistance. Si la résistance est entartrée, vous avez deux phénomènes qui se produisent. Un, vous avez une surconsommation énergétique, et deux, vous avez une fatigue du système qui va que votre investissement sur ce lave-vaisselle va durer moins longtemps. Donc tout est lié. Donc typiquement, la formation, comment on démonte les rideaux du lave-vaisselle, parce que là aussi, ça a des conséquences sur la performance et la consommation d'eau ou d'énergie dans le cas de la résistance. Voilà. Merci pour ces exemples. L'heure approche. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un a une question? Ah, il y a des mains qui se lèvent. Vous pouvez prendre, pas le mien, je le garde. Essayez de bien tenir le micro contre le menton, merci. C'est bon. Bonjour, j'ai écouté ce que vous disiez tout à l'heure sur les déclarations opérates, les 30% d'établissements qui les avaient faites, on en fait partie. C'est beaucoup de travail, effectivement. Vous parlez éventuellement de futures sanctions, mais qu'en est-il des autorités? Parce qu'ils n'ont toujours pas publié les objectifs. Nous, on attend toujours les chiffres, on ne les a toujours pas. Est-ce que vous avez des infos sur la date de publication des objectifs? Il y a toujours écrit en attente, à venir, etc., etc. Donc, nous donner des amendes quand eux-mêmes ne publient pas les objectifs, c'est quand même compliqué. Oui, en fait, ce dont vous parlez, c'est les valeurs absolues qui sont données. Pour le coup, sur les décrets de valeur absolue, logiquement, si je ne dis pas de bêtises, sur l'hôtellerie, c'est tombé au printemps dernier. C'est ça, hein, on est d'accord. Le décret sur les valeurs absolues pour la partie hôtellerie est tombé le printemps dernier. Pour ce qui est de l'ensemble du parc tertiaire, je crois que les derniers décrets tombent fin mars, là. C'est-à-dire qu'on aura la totalité des valeurs absolues qui seront disponibles. Maintenant, il y a le choix de la méthode de calcul quand on fait la déclaration sur Opérate. Et l'idée, c'est de prendre celle qui va vous permettre d'aller le plus vite vers l'atteinte des objectifs. Alors après, il y a tout un tas de critères à prendre en compte par rapport à ce choix-là. Il y a aussi la modulation qu'il faut apporter dans le cadre de la déclaration par rapport à l'activité que vous avez sur votre établissement, ou quelle que soit l'activité d'ailleurs, mais il y a de la modulation. On a travaillé avec un établissement en Bretagne qui fait du plein air, qui a des salles de séminaire, qui a 4000 mètres carrés, un peu moins de 4000 mètres carrés de plancher cumulé, sans compter le plein air à côté. Et ils ont à peu près tous les 2 ans une restructuration de leur salle de séminaire, et ils ont des bâtiments qui passent stockage, cuisine, etc. Donc à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, il y a une modulation sur leur déclaration, et leur objectif fait ça. Tous les ans. Enfin tous les 2 ans, leur objectif change. Donc il y a aussi la compréhension du fonctionnement du bâtiment qui est à prendre en compte quand on va faire les déclarations. On peut se dire, je vais prendre l'année la moins consommatrice. Mais si c'est une année avec des rigueurs hivernales qui étaient faibles, c'est-à-dire qu'on a eu un hiver chaud, c'est peut-être pas la bonne année à prendre. Il faut peut-être prendre une année où qui est plus une référence en termes de consommation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Quelqu'un peut. Je crois que ça sera la dernière, puisqu'il
Il est déjà 56 ou presque. Bonjour. J'avais une question pour Rachel concernant... On ne vous entend pas du tout, monsieur. Allô, oui, vous m'entendez? Oui, j'avais une question, c'est concernant le calcul de l'empreinte carbone. Vous parlez notamment de calculer l'empreinte des trajets des visiteurs. Comment vous faites concrètement pour arriver à une estimation, sachant que c'est assez difficile en termes du trajet et du moyen de locomotion utilisé? Alors, très bonne question, parce qu'au début, on a demandé à nos hôteliers de poser la question aux clients. On s'est rendu compte que c'était juste impossible, c'était vraiment trop demandé. Et donc, on a utilisé l'outil LaunchUp. On va dire, on pose la question à nos clients. Et étonnamment, c'est quand même, on leur demande d'où ils viennent, où ils vont, combien de kilomètres ils ont fait à peu près. Et on a eu énormément de retours. En 3 mois, par exemple, on a eu 100 000 retours clients. C'est-à-dire qu'on se disait, c'est pas sûr qu'ils vont répondre à cette question. Et ils le font parce que la RSE, ça plaît aux clients, ça plaît aux nouvelles générations, etc. Mais il y a un vrai engouement autour de la RSE et ils sont prêts à jouer le jeu, nos clients. Et dès qu'on leur pose des questions sur ces sujets-là, ils répondent. Merci beaucoup. D'autres questions? Bon, je crois qu'on arrive un peu à la fin. Je vais vous demander de résumer chacun avec quelques mots. J'avais dit 10, mais on peut aller un peu plus quand même. Philippe, tu commences? Oui, alors tout part, à mon avis, de la direction, vous l'avez dit, mettre un cap, engager ses équipes, parce que c'est les équipes qui vont engager les clients au final, donc ça c'est vital. Et puis regarder et mesurer où il y a des consommations d'énergie importantes, et puis mettre en place des technologies qui vont permettre de les diminuer. Donc moi j'ai parlé du lave-vaisselle, j'ai parlé de la buanderie, mais il y a plein d'autres choses dans un hôtel. Merci beaucoup. Antoine? Oui, alors moi je vais résumer. Souvent quand on parle de consommation d'énergie, mais c'est un peu à titre aussi particulier, on pense à l'isolement de son bâtiment, on pense à sa chaudière, on pense à des grosses choses un peu lourdes. Alors moi je vais prêcher que pour ma paroisse aussi, mais il y a des éléments, le monde des télécoms, l'IT, il y a des choses à faire aussi. Alors c'est pas évident ce qu'on vous demande parce qu'il faut avoir des vraies analyses et un hôtelier doit toucher à tout, alors, et du recrutement et du technique et tout ça. Mais en tout cas, ne négligez pas toute cette partie vraiment réseau informatique, réseau Wi-Fi. Ce sont des choses, il y a des entreprises qui sont engagées. J'espère que j'ai essayé de vous montrer comment on pouvait être engagé. Au-delà d'un simple engagement d'entreprise, c'est vis-à-vis de nos clients, ça veut dire qu'on comprend vos problématiques et j'ai essayé de vous donner quelques pistes par rapport à ça. Merci beaucoup. Cyril? Pour conclure, il faut avoir un état des lieux de son établissement et bien identifier où sont les leviers d'économie. C'est vraiment là où, avec du bon sens, en fait, on va réussir à avoir les meilleurs résultats. Et on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans le domaine qui réfléchissent à ces types de solutions. Et je rebondis sur ce que disait Antoine, on pense très souvent à l'enveloppe du bâtiment parce qu'on nous parle systématiquement de passoires thermiques. Mais pour atteindre les premières étapes du décret tertiaire, il y a des choses beaucoup plus malines à faire et qui ont des retours sur investissement beaucoup plus rapides. Et voilà, c'est juste pour prendre conscience que ce décret tertiaire avec des ambitions très très fortes, bah, en fait, c'est pas inatteignable et c'est quelque chose qu'on est capable de faire avec tous les acteurs de la filière. Merci d'avoir rappelé cette notion de bon sens, on l'oublie parfois. Rachel? Moi, je dirais que la durabilité, ça associe non seulement l'innovation, la sobriété, on n'en a pas beaucoup parlé, mais déjà moins, mais mieux. Et puis la proximité, nous, au terrain, c'est important d'accompagner les équipes, la direction, mais aussi embarquer tout le monde dans l'aventure. Quand on fait de la RSE, on fait aussi de la performance économique. C'est 13% de performance économique entre une entreprise qui en fait et une entreprise qui n'en fait pas. Il y a 10 années d'études qui le prouvent. Donc voilà, c'est important d'aller tous ensemble sur ces sujets.
main dans la main avec les partenaires. Et une dernière chose qui est intéressante quand on parle énergie, efficience et bâtiment, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait du bâtiment et l'usage du bâtiment. En fait, les hôtels peuvent devenir demain davantage liés aux habitants. On commence à le voir, mais ça devrait se développer. Voilà, des salles, voilà, le yoga, ça se passe à l'hôtel. Restaurant, toujours plus d'habitants. On peut créer vraiment des lieux de vie, et c'est une tendance qui devrait augmenter. Et là, en termes d'efficacité énergétique, on y est encore plus. Merci beaucoup. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Si vous avez des questions supplémentaires, les intervenants restent sur le salon, donc n'hésitez pas à aller les voir, à leur poser des questions. Et merci beaucoup. Moi, j'enchaîne sur une autre table ronde dans 2 minutes. Là. Merci. Merci à tous. Merci.